Définition de Trumponomie, nom féminin synonyme d'instable. C'est une doctrine économique d'inspiration capillaire fondée par trois piliers: les tweets de dernière minute, les droits de douane imprévisibles et une conviction inébranlable que le déficit public est un mythe inventé par les démocrates. Les caractéristiques principales sont les suivantes: méprise assumée de l'économie globale, sauf quand la bourse est en hausse, fonctionne selon le principe du « je crée un problème, puis je fais semblant de le résoudre pour me faire applaudir », et ça s'appuie sur des outils économiques innovants tels que le chantage commercial, la diplomatie façon foire d'empoigne et coup de boule dans les dents, et la négociation façon vendeur de voitures d'occasion shooté à la kétamine. Voici maintenant quelques exemples d'applications: augmenter les taxes sur les importations pour protéger l'industrie nationale, puis accorder des exemptions temporairement permanentes pour ne pas faire trop de mal au portefeuille des électeurs, déclarer que le dollar est trop fort, puis accuser la Chine de manipuler sa monnaie quand elle l'affaiblit, affirmer que la Fed est folle, mais que lui, en revanche, il sait mieux que ce qu'il faut faire, tout en oubliant le nom de son propre président de la Fed et que c'est lui qui l'a nommé. En gros, la Trumponomie est une politique économique à base de chaos contrôlé où le seul indicateur vraiment suivi, c'est le cours des futurs américains une heure avant une interview sur Fox News. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 avril 2025 et je suis toujours Thomas Veillet. Ce début de semaine est aussi dynamique qu'une économie sous Trumponomie, même s'il ne s'est rien passé ou pas grand-chose en provenance de la Maison-Blanche. On sent que personne n'y croit vraiment pour l'instant, et Apple, qui était censé être le grand gagnant de ce début de semaine, après la nouvelle du week-end, ne termine en hausse que de 2,2% après avoir affiché une ouverture à plus 7%. Eh bien, c'est clairement le meilleur exemple qu'on n'y croit pas pour le moment. Pour le moment, d'ailleurs, on est sur la défensive. On a mis notre protège-dents et on attend l'impact, car on ne sait pas exactement ça va se passer, mais on sait qu'on va se la prendre. Ça paraît presque impossible que l'on puisse vraiment repartir avec un tel niveau d'incertitude sur les marchés financiers et sur la géopolitique mondiale. Mais bon, on ne va pas se plaindre, ça ne peut pas monter de 10% tous les jours, et tous les indices américains ont tout de même enquillé leur second jour de hausse consécutif, et ça faisait un bon moment que ça n'était plus arrivé. Alors on va pas s'emballer et commencer à dire que c'est le début d'une tendance de fond qui est en train de se dessiner, mais disons que pour le moment c'est un peu plus calme que ce qu'on a vécu la semaine dernière. Alors bien sûr, l'obsession générale se situe toujours autour des tarifs douaniers, des droits de douane. Hier, le président américain a encore annoncé sa volonté de trouver une solution pour soulager les tarifs infligés aux fabricants de voitures, et même si son objectif n'était pas très clair sur le fond et sur la forme, ça aura au moins eu le mérite de donner un petit peu d'air à des boîtes comme GM ou Stellantis, même si, encore une fois, le nouveau moratoire que Trump voudrait annoncer sur le secteur est très peu clair. On a l'impression que l'on est tellement à la recherche d'une bonne nouvelle ou d'un peu de clarté dans cet environnement de géopolitique de merde, désolé, j'ai pas trouvé d'autres synonymes, que nous sommes prêts à nous emballer sur à peu près tout et n'importe quoi. Néanmoins, hier, c'était plutôt sympa, l'ambiance était bonne, mais sans plus. Les marchés ont terminé en hausse à cause de l'annonce sur l'électronique qui a eu lieu ce week-end, blabla, on connaît l'histoire. Mais comme dans la foulée de l'annonce, Trump et Lutnick se sont empressés de déclarer qu'il fallait pas crier victoire trop vite, le marché avait de la peine à se motiver à 100%, sachant qu'on pouvait s'attendre à un revirement de 180 degrés, ou plus, ou moins, dans les jours qui viennent. Hier, la performance était moyenne aux États-Unis, en hausse, mais moyenne, et puis les Européens, par contre, étaient bien plus motivés, comme si eux, ils profitaient d'un lundi tranquille et sans grandes annonces méga fracassantes pour aligner leur performance par rapport à la semaine dernière. Donc, en attendant les prochaines annonces de la Team Trump, qui ne vont pas manquer de nous tomber sur la figure d'ici la chasse aux œufs, on s'est donc concentré sur les chiffres de Goldman Sachs. Alors oui, je sais, généralement, on se fout pas mal des chiffres des bancaires, même si ces derniers sont souvent le baromètre du début de la saison des trimestriels, on sait que ça veut pas dire grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose parce que si on se base sur les attentes des analystes, il n'y a pas pire qu'un banquier qui analyse la performance d'un autre banquier. Généralement, ils sont plus ou moins à côté de la plaque sur pas mal de secteurs, mais sur le secteur bancaire, c'est toujours assez lunaire les écarts entre les attentes et la réalité. C'est comme si personne n'était jamais parvenu dans l'histoire à lire un bilan d'une banque sans faire une crise d'épilepsie à la 8e page, et depuis, à force de finir à l'hôpital aux soins intensifs, les analystes qui couvrent le secteur bancaire préfèrent jouer les attentes aux fléchettes. La probabilité de se gourer est quand même nettement moindre. Alors la bonne nouvelle pour Goldman Sachs, c'est que le secteur s'est tellement fait déglinguer depuis qu'on a intégré le fait que la Trumponomie, encore elle, allait faire revenir l'inflation, la récession et que les zombies allaient nous attaquer, que forcément les attentes étaient relativement faibles. Du coup, la reine des banques d'affaires a publié des chiffres nettement supérieurs
aux dites attentes. Évidemment, quand t'attends rien de bon basé sur pas grand-chose, c'est difficile de rater le trimestre. Et les experts en analyse de bilan bancaire attendaient 12,35 $ par action et c'est sorti à 14,12 $. Et le bénéfice trimestriel atteint 4,74 milliards de dollars, largement au-dessus des attentes. La banque a également annoncé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 40 milliards lors de la conférence de presse. Et le patron de la banque a estimé que les risques de récession augmentent à cause des droits de douane et que l'économie US est à risque, mais que eux sont plutôt confiants pour eux-mêmes. Il faut dire que quand on voit les revenus de plus de 4,2 milliards au niveau du trading sur les 3 premiers mois de l'année, eh bien, on peut se dire que quand on parle de volatilité, eh ben, chez Goldman, on se dit pourvu que ça dure. Et il n'y avait pas que Goldman qui publiait hier, puisque LVMH était de sortie et le résultat n'était pas transcendantal, on va dire, même si on place de grands espoirs en l'avenir des États-Unis et de la Chine. Pour l'instant, ça fait un gros pari. Bernard Arnault a un peu ramé au premier trimestre. Bon, qu'on se rassure, hein, il va quand même pouvoir se payer un hôtel particulier à 100 millions au centre de Paris, et pas dans le 9-3. Et puis, il lui restera même un petit peu de pognon pour s'acheter un ou deux canapés Hector chez Ikea. Maintenant que nous sommes rassurés sur sa qualité de vie, eh bien, on pourra retenir que les ventes étaient en baisse de 2% à 20,3 milliards. Rien de dramatique en soi, mais ça coince surtout aux États-Unis, un marché qui pèse quand même assez lourd pour eux, surtout quand la Chine est un peu en ralentissement. Et c'est bien sûr, à cause des droits de douane de tonton Donald. Le groupe, pour l'instant, se dit rester calme et confiant, mais ils sont quand même sur leur garde parce que ça sent quand même un tout petit peu comme les toilettes d'un restaurant en plein mois de juillet. Et Cécile Cabanis, qui est la CFO de la société, espère que la trêve de 90 jours permettra de négocier, mais en gros, on croise les doigts, mais ça dépend pas de nous. La mode et la maroquinerie s'en sortent plutôt pas mal, pareil pour les montres et la joaillerie, mais en revanche, les ventes globales aux US fléchissent quand même, et puis le cognac trinque. Désolé, c'était trop tentant. Et les ventes sont donc en baisse au niveau du cognac, que ce soit aux USA ou en Chine. Et pour tenter de limiter la casse, eh ben, ils ont même déjà envoyé des stocks en avance avant les droits de douane. Pas vraiment une stratégie durable dans le temps, mais au cas où cette histoire de droits de douane ne sont qu'au levier et ça ne dure pas trop longtemps, ça pourrait peut-être suffire. Quant à Arnaud, ben lui, il joue la carte du silence. Pour l'instant, il n'a rien dit. Présent à l'investiture de Trump avec ses enfants style dynastie du luxe, il regarde quand même comment développer les ateliers Vuitton et Tiffany aux USA. Mais Macron a dit de son côté, on se calme sur les investissements là-bas, on attend de voir. On se demande qui donne les ordres à qui. Bref, LVMH est dans un entre-deux, ça baisse un peu, mais pas de panique, pourvu simplement que ça dure pas trop longtemps. Et si les Chinois voulaient bien se réveiller un tantinet, on est assez preneur. Hier soir, le titre perdait 6% aux States, à voir comment Paris va gérer la chose ce matin. Et du côté des matières premières, le WTI est à 61,71 $ en ce début de séance ce matin. Le baril est stimulé par les nouvelles exemptions tarifaires annoncées par Trump. On notera d'ailleurs que ces fameuses exemptions tarifaires sont un peu l'Ozempic de la finance mondiale. Ça sert à justifier la hausse d'à peu près tout. Le cours de l'or est à 3245, c'est à cause des exemptions tarifaires. Le Bitcoin a repris 200 $ à 85 200, c'est à cause des exemptions tarifaires. Goldman Sachs a réussi son trimestre, c'est à cause des exemptions tarifaires, bien sûr. Apple remonte, c'est à cause des exemptions tarifaires. Ah oui, non, là en fait, Apple c'est vraiment à cause des exemptions tarifaires. Les impôts en France vont encore augmenter, c'est à cause... Ah non, ça c'est à cause d'une gestion financière catastrophique de la part d'une bande de clowns qui est au gouvernement, mais passons. Et ce qu'il faut retenir, c'est les exemptions tarifaires qui servent à tout. Après, si on veut faire hyper pro, on peut aussi dire que le WTI monte aussi à cause d'un rebond des importations de pétrole brut en Chine en prévision d'un resserrement de l'offre iranienne. Ouais, vous avouerez que ça fait quand même beaucoup plus classe et beaucoup plus sérieux. Dans les nouvelles du jour, dont on peut parler sans aborder les exemptions tarifaires ou les droits de douane, on notera que Palantir a pris près de 5% hier parce que l'OTAN va utiliser leur software d'intelligence artificielle pour, je cite, améliorer leur capacité au combat. C'est sûrement une bonne nouvelle pour Palantir, mais je suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle pour le genre humain. Ou alors je suis beaucoup trop resté bloqué à l'époque sur Skynet et le Terminator. Oui, parce que le Terminator, il l'avait dit plusieurs fois à l'époque, hein, il va revenir. Autrement, on notera que depuis hier soir, le S&P 500 est passé en mode Dead Cross. Alors, Dead Cross, dit comme ça, on dirait grosso modo un groupe de métal norvégien ou un sort dans World of Warcraft, mais en fait, c'est juste un signal d'analyse technique. Et c'est pas forcément le signal le plus fun de tous, hein. La Dead Cross, c'est quand même quand la moyenne mobile des 50 jours croise à la baisse la moyenne mobile à long terme, souvent celle des 200 jours. En gros, changement de tendance fondamentale moyen-long terme. Et pourquoi on appelle ça dette? Bah, parce que dans le monde des chartistes,
ça sent le sapin. Non, je plaisante, mais historiquement, ce croisement est plutôt vu comme un signal de retournement baissier, un peu comme si le marché disait, bon les gars, la fête est finie, sortez les gilets pare-balles, attachez vos ceintures, ça pourrait commencer à secouer. Mais attention, c'est pas forcément une science exacte, l'analyse technique, tout comme la finance d'ailleurs, et si on regarde les statistiques qui remontent à 1950, quand même, on se rend compte que dans les mois qui suivent une dead cross, le S&P 500 est en moyenne en baisse de 0,5% sur un mois, mais par contre, il est en hausse de 2,5% sur le trimestre qui suit bien sûr, puis en hausse de 4,2% sur 6 mois et 5,8% sur un an. Si ça, c'est une mauvaise nouvelle, je suis impatient de voir les bonnes. Bref, la dead cross, c'est un clignotant rouge quand même sur le tableau de bord, pas forcément une annonce de crash immédiat, mais un bon moment pour resserrer la ceinture, jeter un œil sur les freins et peut-être arrêter de foncer tête baissée pour aller traiter du Nasdaq avec un levier de x10. On notera aussi qu'en mars, les exportations chinoises ont explosé de 12,4% par rapport à l'année précédente, alors que les analystes s'attendaient à un petit 4,4%, un grand coup magistral encore une fois. C'est leur plus forte progression depuis octobre 2023, pas aux analystes, hein, à la Chine. Alors bien sûr, les entreprises ont accéléré les envois à l'international pour devancer les nouveaux tarifs douaniers américains. Merci Trump. En gros, vite, remplissez les containers avant que ça commence à coûter un rein. Et pendant ce temps-là, les importations chutent de moins 4,3% alors qu'on attendait seulement moins 2%. Traduction, la demande intérieure chinoise reste bien mollassonne malgré tous les discours annoncés sur la reprise. Autre sujet qu'il faut aborder ce matin, on parle beaucoup ces derniers jours de Ray Dalio. Alors Ray Dalio s'inquiète et quand Ray Dalio s'inquiète, c'est rarement pour une petite grippe économique. Bon, alors tout d'abord pour ceux qui ne savent pas qui est Ray Dalio c'est le fondateur de Bridgewater Associates, le plus grand hedge fund du monde, rien que ça. Il a un peu de pognon de côté et d'ailleurs là, il est carrément en semi-retraite. Mais le gars en semi-retraite, il vient quand même sur CNBC pour raconter sa vie. Alors c'est un investisseur star, obsédé par les cycles historiques et les grandes transitions économiques. Donc, il est très connu pour ses analyses profondes et parfois alarmistes, et il parle souvent comme un moine zen qui aurait lu Game of Thrones, et puis il avait anticipé pas mal de gros problèmes par le passé. En gros, c'est quand même bien de l'écouter. Donc depuis quelques jours, le fondateur de Bridgewater ne parle plus de récession, mais d'un truc bien pire qu'une récession. Il évoque carrément un risque systémique façon 1930, une sorte de combo infernal entre désordre monétaire, explosion de la dette, polarisation politique, guerre commerciale mondiale et chute de l'ordre établi depuis 1945. En clair, Trump et ses tarifs, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais la forêt derrière, elle crame. Selon Dalio, on vit un moment charnière historique, une sorte de bascule du système, un truc qui arrive en gros une seule fois par génération, pas de bol, ça tombe sur nous. L'endettement US, vous le savez, il est hors de contrôle, 36 000 milliards, il n'y a plus de plafond, c'est un cabriolet. La Fed est prise au piège, ça on connaît aussi, ils peuvent pas baisser les taux ni les monter. Les puissances émergentes remettent en cause la domination occidentale et le climat intérieur ressemble de plus en plus à un remake de House of Cards, meet Hunger Games, le tout saupoudré de Game of Thrones. Et alors si tout ça devait partir en vrille, que se passerait-il? Bah là on parle carrément plus de crash ou de bear market, mais d'une désintégration du système avec conflit intérieur, affrontement géopolitique, crise de confiance sur la monnaie et tensions militaires. Eh ben, une désintégration du système, et je l'aurais pas osé celle-là. Mais bon, au moins Dalio propose des pistes. La première, elle passe par une réduction du déficit de 3% du PIB. À 3% du PIB. Alors pour info, en 2024, le déficit américain était de 1833 milliards de dollars, soit 6,4% du PIB. Mais bon, autant demander à un pyromane de se reconvertir en pompier volontaire, ça a plus de chances de fonctionner. Alors après, pour être complètement clair, Ray Dalio est en pleine promotion de son livre qui s'intitule « La faillite des nations, les lois des grands cycles économiques », autrement dit « How countries go broke, the big cycle ». Dans cet environnement, on le voit mal revenir à la télé pour dire que l'économie, elle va trop bien et que ce week-end, il va jouer au golf avec Trump. Bref, Dalio est inquiet, Trump est étonnamment calme et moi, je vais commencer à annoncer la tempête. Du côté des chiffres du jour, on va attendre le CPI en France, le ZEW en Allemagne et en Europe, puis il y aura également le New York Empire State Manufacturing Index. Et pour ceux qui veulent brainstormer sur les taux en Europe et qui aiment lire entre les lignes, Madame Lagarde devrait parler aujourd'hui. Et pour ce qui est des trimestriels, nous aurons encore des banques. Il y aura Bank of America, Citigroup et Johnson & Johnson. Oui, Johnson & Johnson, c'est pas une banque, je sais, c'est juste qu'il venait juste ensuite dans la liste. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et puis surtout de revenir demain pour le 3e épisode de cette semaine en mode survivaliste. Belle journée à tous. Enfin, belle, c'est au sens figuré parce qu'au sens météo, c'est pas trop ça. Allez, bye bye!